Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci pour tout l'intérêt que vous accordez à l'émission Défis actuels. Défis actuels vous propose de découvrir les matières nouvelles. Il s'agit de parcourir des opportunités que présente la fiscalité pour l'atteinte de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Mais nous profiterons de cette opportunité pour pénétrer une autre question, celle de la double nationalité. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, l'Assemblée nationale avait placé la question de la double nationalité en République démocratique du Congo dans le cadre de ce qu'on appelait le moratoire. Mais pour aborder cette question, nous avons fait appel à un expert. Dieudonné Denis Kabiona Kaseke, c'est un inspecteur des impôts à Paris, c'est un Congolais d'origine, ça il faut le souligner. Il va tenter d'apporter son expertise à la compréhension de la fiscalité en République démocratique du Congo pour le besoin de la bonne gouvernance, mais il va tenter aussi d'expliquer l'intérêt pour la République démocratique du Congo de s'inscrire dans la double nationalité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Denis Kabiona Kaseke, vous êtes inspecteur des impôts à Paris et vous vous intéressez à la question de la fiscalité et vous avez publié à Kinshasa un certain nombre d'articles vous interrogeant quelle fiscalité pour la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. C'est la même question. Qu'est-ce que la fiscalité peut apporter à la bonne gouvernance en République démocratique du Congo? Bon, ben effectivement, le sujet, c'est quelle fiscalité pour la bonne gouvernance au Congo, comme on venait de l'indiquer. Je voulais dire qu'à l'heure de la mondialisation où la planète Terre devient un grand village, disposer d'un état de droit par le biais d'une bonne gouvernance, notamment gestion responsable et équitable de la collectivité publique, devient un moyen incontournable de développement. Il y a lieu de souligner aussi un État sans fiscalité modernisée, impôts et recettes publiques, source de richesse, est voué à la ruine. Les impôts d'État ou des collectivités locales restent le moteur de développement, de régulation économique et de redistribution des richesses. Ainsi, je tenais aussi à souligner que dans les pays occidentaux, le rôle des impôts d'État, notamment l'impôt sur le revenu des personnes physiques, impôt sur les sociétés, taxes sur la valeur ajoutée, impôt de solidarité sur la fortune, pour ne citer que ces impôts, est-il d'assurer notamment les services publics au niveau de l'État, éducation, salaire des fonctionnaires, sécurité, défense, etc. Et ces impôts d'État aussi servent à réguler l'économie et servent aussi à veiller à la réduction des richesses nationales. Et dans la foulée, il y a aussi les impôts des collectivités locales. Ces impôts des collectivités locales, notamment taxes foncières et sur les biens immobiliers, taxes d'habitation que paient tous ceux qui occupent un logement, aussi la taxe professionnelle pour les opérateurs économiques, ces impôts sont affectés à tout ce qui concerne les infrastructures locales. Bon, je vais donner des petits détails pour éclaircir la fiscalité, notamment pour nos compatriotes. Avant d'y arriver, justement, n'avez-vous pas peur de ce qu'on appelle trop de fiscalité risque de tuer la fiscalité? Ce n'est pas le cas ici parce qu'avec les quelques impôts que nous avons ici au Congo, on peut réussir à développer le pays. Je peux donner un exemple. La France, c'est un pays pauvre, paradoxalement, un pays pauvre mais qui est riche grâce à sa fiscalité. Une fiscalité modernisée, une fiscalité qui est supervisée par les élus, une fiscalité bénéficiaire des moyens informatiques modernes, une fiscalité dont les agents bénéficient d'une déontologie, ce qui fait que la France est un pays riche à cause de ça. Donc je vais développer ça tout à l'heure. Mais justement, en regardant le fonctionnement de la direction générale des impôts et à Kinshasa, le fonctionnement de la direction générale
des recettes de Kinshasa, la DGRK. En fait, quel commentaire ça vous inspire lorsque vous regardez le fonctionnement de ces deux institutions dont vous êtes pratiquement un ancien de là? Bon, effectivement, bon, la DGI congolaise qui est une sorte de copier-coller de ce qui se passe en France, mais malheureusement, la copie n'a pas été telle qu'il fallait. Bon, parce qu'il y a eu, avant, ça s'appelait la Direction générale des contributions. Maintenant, ça s'appelle Direction générale des impôts, en prenant le même nom qui existe en France, en créant aussi d'autres structures, notamment la Direction des grandes entreprises. Bon. Et malheureusement, on n'a pas encore atteint le niveau de ce qu'on a en France. Pourquoi? Bon, il y a bien sûr, c'est ce que je veux aussi développer, j'essaie de proposer pour notre pays. Et donc il faut, vous avez aussi posé la question sur la DGRK, c'est une sorte de fiscalité locale, donc la Direction générale de Kinshasa. Bon, je vais essayer de développer pour comment on peut avoir des idées dans le cadre de quelle fiscalité pour la bonne gouvernance. Dans le cadre de quelle fiscalité pour la bonne gouvernance au Congo, il y a lieu de présenter des modèles qui ont réussi à l'étranger. Bon, on peut prendre l'exemple de la France. En France, il y a ce qu'on appelle les impôts d'État. Les impôts d'État, je les ai cités tout à l'heure. Il y a l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt de solidarité sur la fortune. À quoi servent ces impôts? Ces impôts sont affectés, effectivement, à payer les fonctionnaires, les services publics, réguler l'économie, etc. Par contre, il y a ce qu'on appelle les impôts des collectivités locales. Et il s'agit, comme je l'ai dit au début, de la taxe foncière sur les biens bâtis ou non bâtis, la taxe d'habitation qui paye tout occupant des logements, aussi bien la taxe professionnelle qui paye tout opérateur économique. Et à cela, on a rajouté aussi les droits d'enregistrement au niveau des impôts locaux. À quoi servent ces impôts locaux? C'est là où on aimerait vraiment éclaircir quelque chose pour, disons, pour nos compatriotes. Ces impôts des collectivités locales, au niveau de la commune par exemple, et, par exemple pour un chiffre de 100 euros ou 100 francs, dans les 100 francs, il y a 60-70% qui sont versés à la commune, 20% pour le département, l'équivalent de la province ici, et 10% pour la région qui est l'équivalent d'une entité économique par la France divisée en 21-22 régions. Et que fait la commune des 60% de ce qu'elle a reçu comme argent? La commune s'occupe des routes communales, la commune s'occupe aussi des constructions des écoles élémentaires et maternelles, et puis les structures sportives, les infrastructures sportives, et puis l'aide sociale dans la commune. La partie qui était versée au département, l'équivalent de la province ici, la province, qu'est-ce qu'elle fait? Elle construit les routes, entretient les routes départementales et s'occupe de ce qu'on appelle les collèges, c'est-à-dire le premier niveau de l'école secondaire, aussi la formation professionnelle au niveau du département. Et la partie qui était versée à la région qu'est-ce qu'elle en fait? Elle s'occupe de la construction et de l'entretien des lycées, l'équivalent du second degré de l'enseignement secondaire. Et c'est comme au lycée, il y a ce qu'on appelle les brevets de technicien supérieur, une partie de l'enseignement supérieur aussi. Et donc, la région s'occupe de ces écoles, aussi bien de tout ce qui concerne les routes régionales, les routes nationales maintenant, parce qu'avant c'était l'État qui s'occupait des routes nationales, maintenant l'État a donné ce bébé, entre guillemets, aux régions. Et la région aussi finance tout ce qui concerne le développement économique au niveau régional et aussi les constructions, la SNCF, tout ce qui est transport, etc. Mais je reviens encore en arrière au niveau de la commune. La commune, quand on construit sa petite route, la petite route, elle concerne bien sûr la commune, mais elle concerne aussi le département, parce que les gens des autres départements ils passent. Elle concerne aussi la région, elle concerne aussi l'État. Du coup, quand la commune engage des travaux, il y a un panneau qui explique voilà, ces travaux ont été financés à autant de pourcentages par la commune, autant de pourcentages par les départements, autant de pourcentages par la région, autant de pourcentages de l'État. Il se fait que le contribuable français voit où est parti son argent. Et c'est pourquoi le contribuable, il est effectivement amené à comprendre que ce qu'il a donné comme argent d'impôts servent à quelque chose, aussi bien les impôts d'État pour payer les fonctionnaires
et puis l'enseignement supérieur, notamment les universités, et les impôts des collectivités locales pour tout ce qui est infrastructure locale. Et aussi, dans la taxe foncière, il y a ce qu'on appelle la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc ça permet de ramasser les immondices et de les brûler. Aussi de ramasser aussi des objets encombrants. C'est pourquoi les épaves ne traînent pas dans les villes. Mais, Monsieur Kabiona, l'exemple français entre pratiquement en contradiction avec la législation congolaise qui veut que lorsque les contributions sont prélevées au niveau des communes, que les ressources ne soient pas forcément affectées pour le besoin de cette commune-là, parce qu'il y a que l'État congolais du Nord, le trésor public, qui en dispose selon ses besoins. Alors comment faire dans un contexte où les communes congolaises ne disposent pas encore de suffisamment de pouvoir à récupérer ces ressources et à les affecter pour les besoins propres? Je pense que notre pays a intérêt à prendre le modèle qui a réussi dans les pays occidentaux. On ne va pas rester en arrière. Parce que j'ai donné tout à l'heure l'exemple des collectivités locales. Bon, les impôts locaux sont collectés actuellement par la Direction générale des finances publiques, qui s'appelait aussi la DGI il y a une année. Maintenant, ils ont changé de nom. Ça s'appelle maintenant la Direction générale des finances publiques. Et au passage, la Direction générale des finances publiques perçoit 8% des frais de gestion de ces collectivités, de ces impôts. Et en contrepartie, ces impôts sont versés à un compte spécial au trésor public. Et les communes vont se servir au bureau du trésor public. Donc effectivement, l'argent est affecté à la commune bien spécialisée. C'est pourquoi beaucoup de communes se bousculent pour que les opérateurs économiques viennent s'installer chez eux. Comme ça, ils auront beaucoup plus d'argent. Mais justement, qu'adviendrait pour les communes les plus pauvres en infrastructure et en capacité de mobilisation des investissements? Qu'adviendrait à ces communes dès que vous avez des faibles ressources? Qu'est-ce que l'État fait pour vous? Disons, l'État, au niveau, par exemple, de la France, il y a ce qu'on appelle le taux de péréquation. C'est-à-dire que les communes riches, il y a un pourcentage qu'on collecte pour affecter à disons, l'État redistribue aux communes pauvres. Sinon, effectivement, il y aurait un grand déséquilibre à ce niveau-là. Alors maintenant, lorsqu'on observe la République démocratique du Congo, alors la DGI et les autres institutions ne se contentent que de ce qui est fait au niveau des villes et des centres, des centres extra-coutumiers. Donc les villages ne sont pas concernés par cette mobilisation financière. Les villages et les cités. Oui, il est vrai que c'est à ce niveau-là qu'on aimerait qu'on puisse étendre ça au niveau même de l'intérieur. Je donne un exemple. Quand moi j'étais gamin, j'avais 10 ans, 11 ans, mon père me montrait ce qu'on appelait le livret fiscal. En celui on l'appelait Kitabu Chakodi, ou livret ou book, on l'appelait comme ça. Et ces livrets, c'était une sorte de recensement de tout ce que les gens payaient comme impôts. C'est ce qu'en Europe, on appelle l'avis d'imposition, une sorte de culture fiscale. Et chaque fois, il y avait des barrages pour vérifier les gens qui n'avaient pas payé. Donc, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait même l'impôt minimal, l'impôt par capitation. Donc, tout Congolais à l'époque devait payer un impôt minimal du moment où on parle de foyer fiscal. Quelqu'un qui était célibataire, une femme qui était à 21 ans majeure, devait payer l'impôt minimal, l'impôt par capitation. La personne pouvait dire, écoutez, moi je n'ai pas d'argent, parce que pour payer l'impôt, il faut de l'argent. Or, on lui dit, écoutez, pour avoir l'argent, il faut travailler. Il dit, je n'ai pas de travail. On lui donne une parcelle de terre à cultiver, et ça permettait à ces gens-là de payer l'impôt. Donc, l'impôt, c'était une façon aussi de pousser les gens à travailler, sur le plan psychologique. Et on a vu aussi un autre exemple quand on était gamin. Et le vélo de mon père avait une plaque métallique derrière. Une plaque métallique, ils sont des vignettes. Je pense que certains qui ont une cinquantaine d'années aujourd'hui peuvent se rappeler de cette vignette. Donc tout ça, ça permettait à tout le monde de participer au développement de la colonie à l'époque. Voilà. Okay. Maintenant, on arrive à notre question principale. Quelle fiscalité pour la bonne gouvernance en République démocratique du Congo? Très concrètement. Concrètement, quelle fiscalité pour la bonne gouvernance au Congo? Alors, il nous faut d'abord une fiscalité qui est transparente, innovante et de croissance supervisée par les élus garants de la législation fiscale et de justice. Parce qu'il faut que les élus, aussi bien locaux que nationaux, puissent être impliqués. Aussi bien quand on crée une structure fiscale, on sait quand il faut voter les taux, aussi bien quand il faut créer une taxe. Bon, on ne peut pas créer une taxe ou une structure fiscale sans passer par les législateurs aussi bien locaux que nationaux.
Et donc, dans le cadre de cette fiscalité transparente, il faut que ces élus soient aidés par une cour, une sorte de cour de comptes républicaine, dont la mission sera d'examiner les comptes de la totalité des recettes et des dépenses publiques sous l'angle de leur légalité, de leur régularité. Donc là, j'ai parlé d'abord de la fiscalité transparente, innovante et décroissante, supervisée par les élus. Après, il nous faut aussi une fiscalité performante par une administration dotée de moyens matériels informatiques modernes pour accomplir les missions républicaines. Oh, il s'est fait que la DGI ou la DGRK doit avoir un site internet, un site intranet. Donc, on doit utiliser les applications informatiques de contrôle et de taxation et de regroupement. C'est à cause de ça qu'en Europe, actuellement, l'administration fiscale parvient à avoir effectivement des performances grâce à une fiscalité informatisée. Parce que si on permet effectivement d'informatiser aussi bien l'assiette de l'impôt, aussi bien le recouvrement, la taxation, etc., notre administration ici, fiscale, sera très performante. Et puis, il faudra aussi, dans le cadre de cette modernisation, de l'informatisation de la fiscalité performante ici chez nous, il faudrait qu'il y ait des recoupements avec les autres administrations, notamment les titres fonciers, notamment la sécurité sociale. Par exemple, pour appréhender la matière, notamment les biens immobiliers d'un contribuable. Parce que si, par exemple, la DGI ne peut pas avoir les recoupements de tout ce qui se passe au titre foncier, comment il va savoir que telle personne a, par exemple, une cinquantaine de maisons pour savoir si la personne a payé les impôts fonciers? Donc, il faut qu'il y ait une interconnexion entre ces administrations pour que, effectivement, l'administration fiscale puisse assurer sa mission. Si on vous comprend bien, dans une ville comme Kinshasa, il va falloir que tout propriétaire d'une maison quelconque, tout propriétaire qui sert sa maison pour le besoin doit être à mesure de payer effectivement le fisc auprès de l'État congolais. Oui, exactement. Et puis il faut que ça soit informatisé. Donc les titres fonciers déjà doivent être informatisés. En plus de ça, il doit y avoir des recoupements avec la Direction générale des impôts ici. Sinon, ça ne sortira pas. Vous voulez dire qu'à ce niveau, l'informatisation n'a pas encore atteint le niveau maximal pour s'assurer que tout ce qui se fait au niveau de la DGI et au niveau de la DGRK pour la ville de Kinshasa n'a pas été publiquement informatisé. Exactement, donc il faut qu'il y ait certaine volonté, parce qu'il faut que aussi bien les dirigeants puissent penser qu'il faut qu'on puisse informatiser aussi bien la DGRK et la DGI pour que ça soit performant. Parce que l'Europe a fait pareil. Donc il y a une dizaine d'années qu'on a commencé l'informatisation de la DGI. Et c'est fait qu'actuellement, on a ce qu'on appelle les performances. Parce qu'il y avait les contrats des moyens. Donc il fallait équiper l'administration fiscale des moyens matériels. Et maintenant, il y a les contrats de performance. Donc, étant donné que l'administration a les moyens, elle peut avoir maintenant une performance pour recouvrer l'impôt, etc. Et je voulais aussi rajouter comme troisième lieu, le Congo a besoin d'une fiscalité ambitieuse avec des agents formés et compétents aux valeurs déontologiques fortes. Parce que ces fonctionnaires de l'impôt doivent être recrutés sur un concours fiable, et doivent être formés et puis être bien rémunérés. Bon, un fonctionnaire, j'ai donné comme exemple, un agent, disons un cadre de commandement à la DGI devait toucher au minimum $2 000 par mois. Ça paraît beaucoup, mais au minimum 2 000 pour les mettre à l'abri de la corruption. C'est ça. Un cadre de collaboration devait toucher au minimum $1 500 par mois et un cadre d'exécution au moins $1 000 par mois. Tout ça pour pousser ces agents à être corruptibles. Et en contrepartie, ces agents-là devraient être sanctionnés en cas de malversation. Vous voyez? Et puis ces agents doivent bénéficier de ce qu'on appelle la garantie de l'emploi. Parce qu'un inspecteur des impôts, il doit avoir la garantie de l'emploi à vie. Sinon, il sera toujours dans l'insécurité, il ne pourra pas bien travailler. Et puis ces agents doivent bénéficier de l'échelon. Parce que comment voulez-vous que à la DGI, il paraîtrait qu'il y a certains fonctionnaires, inspecteurs, qui sont inspecteurs depuis 1999,
en 1989, à l'an 2000 et en 1900. Ils sont inspecteurs restants à l'échelon 0. Donc si aujourd'hui on embauche un nouvel inspecteur, il sera au même niveau que l'ancien inspecteur qui a 19 ans de carrière. Ce n'est pas normal. Mais quel est le cas justement de la France, votre deuxième pays? Quel est l'exemple? Quel est le statut dont vous bénéficiez? Quels sont les avantages dont vous bénéficiez en tant que tel? Donc en France, effectivement, il y a la garantie de l'emploi à vie. Sauf si on passe avec la caisse, bien sûr. Donc il y a la garantie en vie, il y a l'échelon, il y a la retraite, etc. Donc et puis il y a les moyens, les inspecteurs, ils ont bénéficié des moyens pour assurer leur mission. Ouais. Et en contrepartie, effectivement, étant donné que l'agent des impôts doit être un citoyen modèle, doit respecter ses obligations aussi bien déclaratives que contributives. Donc il y a un bulletin officiel qui sort tous les ans, au mois de février, à titre pédagogique. Pour tous ceux qui, mais sans citer les noms, donc pour tous ceux qui sont partis avec la caisse, éventuellement parce qu'il y a toujours dû avoir des fonctionnaires ripoux, comme on dit. Oui. Donc, mais à titre pédagogique, je pense qu'ici, chez nous aussi, si on faisait pareil, à titre pédagogique, les sanctions soient répertoriées quelque part, pour que ça serve de leçon aux autres agents, je pense qu'on pourra changer des choses ici chez nous. Okay. La deuxième facette de l'émission Défis actuels, c'est que Denis Kabiona, vous êtes né congolais d'origine, vous vous êtes retrouvé en France et vous avez la nationalité française. Avec bien d'autres Congolais, vous êtes en train de réfléchir sur un plaidoyer pour la double nationalité, l'acquisition de la double nationalité en République démocratique du Congo pour les Congolais d'origine. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Donc, bon, c'est dommage, on n'a pas fini pour la fiscalité. Bon, mais j'aborde directement comme on n'a pas beaucoup de temps. Et effectivement, on a parlé de plaidoyer pour la double nationalité des Congolais d'origine. Alors, pourquoi double nationalité des Congolais d'origine? Parce qu'on veut faire comprendre à nos compatriotes que le monde est en train de changer. Et le monde est devenu un grand village. On ne peut pas le nier. Et avec le brassage des populations, et on a intérêt à ce qu'on puisse regarder ce qui se passe au niveau de la double nationalité. Or, à chaque fois qu'on parle de la double nationalité au Congo, et même nous qui introduisons ces dossiers avec la double nationalité des Congolais d'origine, on nous renvoie toujours aux gens qui ont la nationalité frontalière. Et on veut vous faire comprendre que au niveau, donc ils disent aussi, à chaque fois que on adopte le problème de double nationalité, on se pose la question, quand il y a la guerre entre le pays d'adoption et le pays de naissance, de quel côté se placerait la personne qui a la double nationalité? On a toujours dit ceci, quelqu'un qui a double nationalité doit rester neutre. L'exemple le plus flagrant, c'est celui des parents. Quand les parents se disputent, un enfant ne doit pas prendre parti. Il doit être conciliateur, médiateur, facilitateur de ces deux parents qu'il connaît. Donc il a intérêt à rester au milieu pour n'offenser personne. La même chose aussi pour un Congolais qui aurait la nationalité belge, par exemple, et congolaise. Effectivement, l'intérêt est que ces Congolais, quand il y a des problèmes entre la Belgique et le Congo, puissent rester neutres ou plutôt servir de conciliateurs, de médiateurs. Ouais. Mais lorsque vous faites ces analyses-là, vous ne tenez pas compte de l'histoire particulière de la République démocratique du Congo. Lorsque vous voulez pousser, justement, c'est qu'on découvre qu'on aille vers ce que vous êtes en train d'appeler vers les exigences de la mondialisation. Vous ne tenez pas compte de l'histoire particulière de notre pays. Oui, on tient compte de l'histoire particulière du pays. C'est pourquoi j'aimerais même faire un petit rappel historique de la nationalité unique et exclusive qui est au Congo. Je le cite. A. Constitution du 1er août 1964 élaborée par la Commission constitutionnelle de Luabourg du 10 janvier au 11 avril 1964. Article 6. Il existe une seule nationalité congolaise. Article 7. Tout Congolais qui acquiert volontairement la nationalité de notre État perd la nationalité congolaise. Loi numéro 4/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise qui dit aussi, dans son article 1er, la nationalité congolaise est unique et exclusive. Article 26. Tout Congolais qui acquiert
volontairement la nationalité de notre État perd la nationalité congolaise. Je reviens aussi à la Constitution de l'année 2006. Article 10. La nationalité congolaise est unique et exclusive et ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Or, on aimerait signaler à nos compatriotes que la double nationalité, c'est une richesse. On peut commencer par donner des exemples. L'exemple le plus frappant, c'est celui de Benjamin Netanyahu, qui est Premier ministre d'Israël. Il est lituanien de naissance par son père, il est américain et puis il est israélien. Un autre exemple, c'est David Levy, qui était Premier ministre, qui était ministre des Affaires étrangères d'Israël, et marocain et en même temps israélien. Du coup, avec la richesse de la double nationalité, ou triple même, Israël est riche et le lobby juif dans le monde entier devient une richesse pour Israël, et Israël peut faire fi même des résolutions des Nations Unies étant donné qu'il y a cette force de sa diaspora. Donc c'est une grande richesse à laquelle on ne peut pas se passer. Bon, je voulais aussi signaler que le roi Hassan II du Maroc avait dit ceci: il ne peut jamais priver un Marocain d'origine de sa nationalité marocaine d'origine, étant donné que toutes les nationalités que les Marocains acquièrent à l'étranger sont des nationalités de survie. Donc on a intérêt à donner la double nationalité au Congo. Et notre exemple, qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est celui de Salomé Sarachvili, qui, d'origine géorgienne, avait quitté la Géorgie à l'âge de 2 ans avec ses parents qui fouillaient les régimes communistes. Cette dame est arrivée en France, elle a fait les études, tout en gardant les liens avec son pays, elle apprenait le géorgien, etc. Cette dame a grimpé les échelons du Quai d'Orsay. Elle est devenue ambassadrice de France en Géorgie. Mikhail Saakashvili, qui est président de la Géorgie, est venu voir Jacques Chirac. Il a dit: écoutez, vous avez votre ambassadrice chez nous en Géorgie. Nous, on reconnaît la double nationalité. Alors, je vous demande l'autorisation de prendre votre ambassadrice de France qui soit notre ministre des Affaires étrangères. Jacques Chirac a accepté. Alors, vous voyez, c'est une très grande richesse. D'un côté, la France a gagné, la Géorgie aussi a gagné. Quand on devait signer les contrats, les Français, tiens, on a un de nôtres là-bas, qui est la dame qui est ministre des Affaires étrangères. La Géorgie aussi, on a un de nôtres aussi en France. Oui, il y a la confiance. Oui, donc ce sont vraiment des exemples frappants. Ouais. Est-ce que les Congolais qui ont acquis la double nationalité, comme vous, donc, je veux dire, qui ont acquis la nationalité française et d'autres nationalités, vous êtes prêts à servir le Congo sous ces formats-là? Oui, nous sommes prêts. Je donne un exemple. Un Français d'origine congolaise est bien placé pour défendre les intérêts du Congo à Paris. Un Américain d'origine congolaise peut bien défendre le dossier du Congo à New York parce qu'il connaît bien les Américains et il connaît aussi bien les Congolais. Et aussi, dans une association que nous avons créée en Europe, qui s'appelle ARICHA, Association pour le retour en investissement en capital humain en Afrique, on a demandé à tous les fonctionnaires d'origine africaine de transférer de l'Europe leurs acquis, leur expérience dans les pays d'origine. Et c'est ainsi que nous avons demandé, nous avons envoyé des lettres au président, notamment le président Sarkozy, on l'a envoyé au cabinet du président Sarkozy, pour qu'à chaque fois qu'on envoie un fonctionnaire français dans les pays d'Afrique, qu'on envoie en priorité un fonctionnaire originaire de ce pays. Par exemple, un Français d'origine tchadienne, il est bien placé, s'il est envoyé au Tchad, non seulement il y a une dette morale à l'égard de son pays, la nostalgie, il aimerait faire les copier-coller ce qu'il a vu comme développement en France pour son pays, ce qui est tout à fait logique, contrairement à un autre Français qui ne connaît pas bien le Congo, vous voyez. Donc, et puis c'est aussi une façon d'emboîter le pas à Colette Chomba, qui est vice-ministre des Congolais de l'étranger, qui avait dit que la diaspora aura un rôle à jouer dans le développement du Congo. Vous voyez, c'est dans cette perspective. Ça, c'est le côté avantage, mais quels sont les inconvénients lorsque l'on dispose de double nationalité, de triple nationalité? Bon, les inconvénients, disons les inconvénients, il y en a deux. Par exemple,
au niveau du président de la République. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un veut être candidat à l'élection présidentielle, il doit rejeter officiellement et solennellement l'autre nationalité, notamment président de la République ou Premier ministre. Mais par contre, les ministres, les députés, les sénateurs, ils peuvent garder la nationalité étrangère. Bon, l'autre inconvénient aussi, bon, quand on a la nationalité, par exemple actuellement au Congo, le Congo ne reconnaît pas la double nationalité. Un Américain d'origine congolaise, quand il est ici à Kinshasa, l'ambassade des États-Unis, l'Amérique peut intervenir pour le défendre ici. Voilà. Mais si on reconnaît la double nationalité ici, étant donné que le Congo reconnaît ces Congolais comme son national, donc les États-Unis ne peuvent plus intervenir, assurer sa sécurité, sa défense. Voilà. Il n'y a que ça comme... En fait, si je vous comprends, quel est l'enjeu de cette discussion que vous êtes en train de soulever, parce que vous l'avez déjà soulevé en Europe et il est aussi présent à travers les médias congolais dans la presse, un certain nombre d'articles que vous et vos collègues avez publiés justement en termes de plaidoyer pour la double nationalité. Quel est l'enjeu, quel est l'intérêt immédiat que vous voulez obtenir? Oui. Bon, il est vrai qu'il s'agit de ce que je vous présente ici, c'est la synthèse des communications que nous avons préparées avec certains de mes amis, c'était Léonard Matalatala qui est maître de conférences des droits publics à l'université de Nancy à Paris, donc c'est un grand professeur. Il y a aussi Laurent Moutambaï qui est juriste fiscaliste belge, qui est d'origine congolaise aussi, et qui travaille dans une grande structure financière en Belgique, et moi-même qui vous parle ici. Et effectivement, nous avons constaté que c'est une richesse pour notre pays, et le Congo ne peut pas se passer de cette richesse. Et c'est une façon aussi pour nous de régulariser certaines personnes qui sont ici, parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait un moratoire. Certaines personnes seraient des ministres, des députés, des sénateurs, quelques élus, etc., des gouverneurs qui auraient la nationalité étrangère. Si on applique le texte tel qu'il est, ces gens-là sont devenus des clandestins. Si tout en ayant des fonctions publiques. Tout en ayant des fonctions publiques. Donc il faut être logique avec soi. Donc notre démarche, c'est juste pour permettre à ce compatriote de régulariser leur situation. Et je pense que tout ce qu'on propose ici, c'est pour leur intérêt aussi. Et puis j'ai toujours dit aussi à nos compatriotes qu'un Congolais d'origine, il est Congolais à vie. Il est Congolais. On dit à Lingala, donc je l'ai même bien marqué ici, on a dit avec nos amis, Nzete, Ata et Oumeli Namai et Kobaloka Ngandote. Donc, même si la personne a eu la nationalité belge, il reste toujours congolais, il est congolais à vie. Comme on dit, il est congolais Namakila, Namikua, Namusudi, comme dit l'adage de Kinshasa ici. Donc, si je vous comprends bien, vous êtes en train de faire un plaidoyer pro-dom, vous êtes en train de prêcher pour votre propre case. Je prêche beaucoup plus pour les générations futures parce que bon, j'ai avancé en âge, bon, bientôt je serai retraité d'ici quelques années. Donc je prêche pour les futurs parce que notre rôle est d'aider nos concitoyens. C'est dans cette perspective que nous avons même préparé des articles, des lois pour aider nos députés à préparer ces textes, notamment, je vais les citer, proposition de loi de la double nationalité des Congolais d'origine. Donc on présente sur un plateau des textes de loi pour nos députés. Article 1er, la présence proposition de loi règle une matière visée à l'article 10 de la Constitution. Article 2, le principe de l'unicité et de l'exclusivité énoncé dans l'exposé des motifs de la Constitution est supprimé et remplacé par la double nationalité est permise. Tout ça, c'est pour aider nos députés. Article 3, l'article 10 de la Constitution est modifié comme suit. Il existe une nationalité congolaise. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit acquise par naturalisation, option ou adoption. Nul ne peut être privé de sa nationalité congolaise d'origine. La double nationalité est permise. Une loi organique fixe la condition de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Article 4. À l'article 1er de la loi relative à la nationalité congolaise, les alinéas 1er, 2e et 3e sont abrogés et remplacés par il existe une nationalité congolaise, point. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit acquise par naturalisation, option ou adoption. Nul ne peut être privé de sa nationalité congolaise d'origine. La nationalité
est permise. Article 5. L'article 26 de la loi relative à la nationalité congolaise est abrogé et remplacé par tout Congolais d'origine qui acquiert une nationalité étrangère conserve sa nationalité congolaise d'origine en vertu des dispositions de l'article 1er de la présente loi. La nationalité congolaise d'origine est irrévocable. La nationalité congolaise unique et exclusive est maintenue pour tout candidat à l'élection présidentielle qui doit rejeter solennellement la nationalité acquise à l'étranger. Donc c'est pour nous une occasion d'essayer de résoudre le problème qui est là pendant et que bon, les autres, il y a eu un moratoire. Et ça fait presque une année, je pense. Plus d'une année. Ben, on va aller jusqu'à quand? Donc il faut quand même qu'on trouve une solution, qu'on sorte du tunnel, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ben, merci Kabiona pour votre contribution à ce débat. Vous vous adressez aux Congolais qui ont eu déjà une expérience, ben, je dirais malheureuse, sur la question de la nationalité, au point que à la place publique, on n'ose pas aborder la question, mais vous avez voulu percer le mur. Alors, en peu de mots, qu'est-ce que vous voulez dire aux Congolais? Bon, ça dit qu'il faut avoir le courage. Il faut avoir, comme disait Barack Obama, oui, yes we can. Nous, on peut effectivement faire quelque chose. Il faut qu'on laisse un Congo nouveau à nos enfants. Parce que nous avons des comptes à rendre à l'histoire, mes chers compatriotes. Parce que les générations futures vont nous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez fait de ces pays? Qu'est-ce que vous avez fait? Non seulement au niveau de la double nationalité, mais au niveau aussi de la fiscalité. Parce que nous avons des comptes à rendre à l'histoire. Donc il nous faut quand même un pays où effectivement on a une bonne gouvernance sur le plan, disons une fiscalité pour une bonne gouvernance. Et puis il faut effectivement interpeller les élus pour que les élus s'occupent de la fiscalité, avoir des fonctionnaires qui soient bien payés, et ces fonctionnaires-là qui soient bien recrutés, effectivement qui obéissent à des valeurs déontologiques fortes. Et ce qu'on a oublié tout à l'heure de dire aussi, est que le contribuable congolais doit bénéficier de ce qu'on appelle une charte du contribuable congolais. Donc le contribuable congolais a le droit de se défendre devant l'administration. Donc il faut lui donner les moyens. Et puis il faut aussi faire une campagne depuis l'école primaire, parce que j'aimerais que depuis l'école primaire, dans notre pays, qu'on puisse enseigner le civisme fiscal. L'enfant de l'école primaire doit savoir à quoi sert l'impôt. À quoi sert l'impôt? L'impôt sert pour construire le pays, pour payer les fonctionnaires, parce que des fois c'est plein, les fonctionnaires ne sont pas payés. Mais d'où vient l'argent pour payer les fonctionnaires? Ça vient de l'impôt. L'impôt qui doit payer, c'est les citoyens. Donc cela dit, il faut quand même qu'on fasse un effort et que tout le monde doit monter l'exemple. La meilleure autorité est un exemple, donc les autorités devront aussi montrer l'exemple. Donc on va se battre pour que notre pays puisse bien se développer au niveau fiscal, au niveau même de la double nationalité. Bon, c'est dans cette perspective qu'on se bat là-dessus. Nous remercions Denis Kabiona pour sa contribution. Il nous a permis de voyager à travers la fiscalité pour atteindre la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. En plus, Denis Kabiona vient de forcer les portes, du moins un débat. Il vient de soulever le débat politiquement passionnant autour de la question de la double nationalité. Il a affleuré des avantages et des inconvénients. Des avantages, il y en a. Les Congolais peuvent se servir des ressources matérielles, mais surtout des ressources humaines suffisantes pour notre pays à travers l'acquisition du savoir. Et c'est un intérêt important. Et le pays devrait s'inscrire, comme il a dit, dans la mondialisation en permettant aux Congolais d'origine d'accéder à la double nationalité. Donc merci Denis Kabiona pour ce débat. Merci vous chers téléspectateurs, pour tout l'intérêt que vous avez voulu accorder à Défis actuels. À vous, nous disons merci et au revoir.